Les TCG et les proxys, c'est une longue histoire qui remonte à la création même des jeux de cartes. Au cours de ma vie de joueur de TCG, j'ai entendu beaucoup d'avis les concernant, mais c'était toujours des opinions incomplètes. Des opinions qui n'avaient pas été réfléchies en profondeur. Alors déjà, essayons de nous mettre d'accord sur la définition d'une proxy en premier lieu. Voici la définition générale du terme proxy. Un proxy, au sens général, est un intermédiaire qui agit à la place d'une autre personne ou d'une entité. Il sert de relais pour transmettre des demandes, des décisions ou des informations sans que la source réelle n'intervienne directement. Qu'il s'agisse d'un représentant légal qui vote à ta place, d'un agent qui négocie pour toi ou d'un système technique qui relaie tes requêtes, un proxy permet de déléguer une action tout en gardant une forme de séparation, d'anonymat ou de contrôle entre l'acteur initial et la cible finale. Dans le cas des TCG, ce sont généralement des bouts de papier insérés dans des sleeves avec leur simple nom. Parfois, ce sont des impressions couleur ou en noir et blanc, mais ça peut être aussi des fausses cartes qui explicitent qu'elles sont des contrefaçons. Cependant, on pourrait même changer le support, utiliser par exemple des briques de pierre avec le nom des cartes gravées dessus, et ça fonctionnerait aussi. Ce n'est peut-être pas aussi pratique pour jouer avec, mais techniquement, ça fonctionne. D'ailleurs, dans l'univers de Yu-Gi-Oh!, on peut voir dans les flashbacks de la période de l'Égypte ancienne les protagonistes jouaient avec d'énormes tablettes en pierre. Comme quoi, il suffirait juste d'un peu de magie. Ou sinon, un autre exemple peut-être plus parlant, les pixels représentant les cartes sur un écran, comme Magic Arena ou Duel Links, font aussi office de proxy. Cela démontre que les cartes que l'on utilise sont juste des représentations physiques d'idées abstraites. Lorsque je joue une carte et applique un effet, la seule raison de pourquoi je résous l'effet décrit sur la carte, c'est pour respecter des règles ou un ensemble d'idées abstraites et procéder au bon déroulement de la partie. Il y a donc un accord commun entre les joueurs sur le respect des règles du jeu. Et d'ailleurs, c'est le cas dans n'importe quel jeu ou sport. Pourquoi une tour ne peut avancer qu'en ligne droite aux échecs? Parce que ce sont les règles du jeu officielles. Mais je suis certain qu'il existe des règles alternatives où la tour peut bouger différemment selon certaines conditions. D'ailleurs, il est possible de jouer aux échecs de manière purement mentale, sans même avoir à utiliser un échiquier ou des pièces. Pour Magic, c'est plus compliqué, car notre cerveau n'est pas très bon pour générer de l'aléatoire en plus de traquer toutes les zones du jeu. Cependant, il existe littéralement un format, le Mental Magic, adapté pour jouer sans les vraies cartes. A contrario, imagine-toi jouer de manière mentale au foot. Impossible. Sans le vrai ballon et le vrai terrain, tu ne peux pas jouer au foot. Jouer un sport, c'est être physiquement actif pour accomplir les actions que le sport demande. Tandis que pour les échecs et les TCG, la seule action physique est la communication du choix en fonction de l'état de la partie. Si tu as connaissance de l'état de la partie et la capacité de la communiquer à un adversaire, tu es en train de jouer à un TCG. Il faut possiblement de l'aide pour aider à bouger les pièces de jeu, pour piocher ou mélanger des cartes, tandis que pour les échecs et les TCG, la seule action physique est la communication du choix en fonction de l'état de la partie. Si tu as connaissance de l'état de la partie et la capacité de le communiquer à un adversaire, tu es en train de jouer à un TCG. Il te faut possiblement de l'aide pour déplacer les pièces de jeu, mais piocher ou mélanger des cartes n'est pas l'essence du jeu et peut être délégué à une personne ou à un programme informatique. Les pièces physiques d'échecs ou des cartes ne sont donc que des représentations physiques de règles abstraites qui aident au bon déroulement de la partie. Ce sont donc des proxys. Donc oui, une carte officielle de Magic, Yu-Gi-Oh! Ou Pokémon est une proxy physique pour jouer au jeu comme décrit dans le livret de règles. Toutes les cartes de TCG sont des proxys. Oui, toute ta collection est une collection de proxys. Pourtant, tous les joueurs le savent, on fait bien une distinction entre les cartes officielles et les proxys. Mais je viens justement de te prouver que même les cartes officielles sont des proxys car ce sont juste des représentations physiques. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Tout est une question de légitimité. Cette légitimité provient du système de copyright ou droit d'exploitation de licence. Et dans notre cas, Wizard, Konami ou Nintendo sont supposément les propriétaires de leur licence. Le copyright, droit d'auteur ou droit d'exploitation de licence, est un ensemble de lois qui donne un droit de monopole à un acteur sur l'application d'un ensemble d'idées. Dans notre cas présent, ces compagnies possèdent le monopole de leurs TCG respectifs, et donc quiconque ose réutiliser des personnages, des lieux, des noms ou des règles n'est pas considéré légitime par la loi,
et donc susceptible d'aller en prison pour ça. Et puisque cet ensemble de lois est accepté par la majorité des joueurs, et plus globalement par la majorité des gens sur le globe, on fait donc cette distinction entre l'officiel, la proxy produite par le monopole d'exploitation de licence, et la proxy produite par tous les autres acteurs. L'officiel est considéré légitime, tandis que toutes les autres sont non légitimes. Comme tu l'as peut-être senti, je ne suis pas d'accord avec le concept de droit intellectuel. Et voici le raisonnement. Les ressources dans l'univers sont limitées. Si l'on prend l'exemple d'un deck de cartes, il n'y a qu'une seule personne à la fois qui peut utiliser et jouer avec ces cartes à un moment T. Et c'est le cas pour littéralement toutes les ressources physiques dans l'univers. Puisque les ressources sont limitées, des conflits peuvent se produire. C'est-à-dire des moments où deux personnes distinctes veulent utiliser la même ressource pour effectuer des actions contradictoires. Par exemple, si tu veux prendre un deck Oops All Spells pour aller jouer à un FNM Legacy alors que ton pote veut l'utiliser pour commencer un feu de bois, vous entrez là dans un conflit. C'est un conflit car vous ne pouvez pas tous les deux utiliser ces cartes en même temps. Il nous faut donc un moyen pour déterminer qui légalement est le propriétaire et donc a le droit d'utiliser ces cartes. Le propriétaire de la ressource, la personne qui se l'est appropriée en premier ou échangée avec une autre personne, sera donc le détenteur légitime et aura le droit, légalement parlant, de faire ce qu'il veut avec. C'est le principe de la propriété privée. C'est une norme qui sert à éviter les conflits entre individus. Si elle n'existe pas et qu'on se dit que c'est la loi du plus fort qui prime, ça voudrait dire que celui qui ouga bouga le plus fort serait légitime aux yeux de la loi. Or, si c'est celui qui est le plus fort qui détermine ce qui est juste, le peintre autrichien à la moustache rigolote est celui qui avait ouga bouga le plus fort à son époque. Et il était donc dans son plein droit. De plus, et sans avoir à faire un point Godwin, si on suit la logique de la loi du plus fort, ça voudrait dire qu'un voleur qui te braque ta voiture est dans son plein droit, car à ce moment donné, il est le plus fort. Bref, tout ça pour dire que la loi du plus fort, c'est le contraire de la loi. Cependant, pour revenir au concept de propriété, les idées, contrairement aux ressources physiques, ne sont pas une ressource limitée. Si tu me partages une carte que tu as designée et que je me suis inspiré pour en créer une copie de mon côté en utilisant mes propres ressources, aucun vol n'a été commis. L'idée a simplement été copiée. D'ailleurs, tout ce que vous visualisez sur votre écran sont des données copiées à partir d'une version originale stockée sur le serveur originel. Lorsque vous enregistrez une image ou téléchargez une vidéo, vous ne retirez rien de tangible à personne. Les informations binaires stockées sur le serveur ne disparaissent pas. Vous faites simplement une copie en utilisant les ressources que vous possédez. Lorsque tu imprimes tes feuilles A4 avec des images de cartes à découper, aucune des cartes de Wizard, Konami ou Nintendo ne disparaissent de leur stock. Aucune victime, aucun crime. Alors du coup, pourquoi existe-t-il une loi pour le copyright? La raison principale qui est énoncée, ce serait pour encourager l'innovation. Si on ne pointe pas des guns sur les copieurs et les plagiaristes, plus personne ne voudrait innover, car il y aurait, soi-disant, pas de gain à faire, et donc pas d'incitation. En effet, si n'importe qui peut copier mon idée et se faire de l'argent avec, pourquoi se faire chier à avoir des idées? Alors déjà, copyright ou non, être le premier sur le marché, c'est avoir une longueur d'avance sur tout le monde. Ce n'est peut-être pas la personne qui fera le plus d'argent, mais les gens qui vont vous copier, ils le font parce que votre produit, il fonctionne. Or, s'il fonctionne, c'est probablement parce que vous en tirez un quelconque bénéfice. Par exemple, Wizard of the Coast était le premier sur le marché des TCG, et il est toujours ultra dominant. Aussi, rien ne vous empêche de garder le secret de fabrication de votre produit, comme Bocart par exemple. Et il existe de nombreux moyens de financement pour des idées qui n'ont pas besoin de licence. Aussi, pour prendre un exemple concret, les artistes qui débutent en publiant leurs écrits, dessins ou vidéos sur Internet n'ont virtuellement aucun copyright, car l'artiste en question n'a simplement pas les ressources pour attaquer quiconque en justice. A contrario, on sait tous que Disney et Nintendo peuvent tranquillement gâcher le potentiel de leur licence, tout en empêchant strictement toute compétition, même des fangames.
Il suffit de voir l'attaque en justice de Nintendo sur Palworld sur le concept des Pokéballs. Franchement, c'est littéralement criminel de voir Nintendo empêcher toute innovation pendant qu'ils ne font absolument rien, alors qu'ils devraient être en faillite depuis des années. Et par exemple, dans Magic, l'univers Beyond existerait déjà depuis bien longtemps, et quasiment toutes les licences connues auraient déjà une extension chacune. Toutes les custom cards qu'on voit en ligne n'est qu'une infime possibilité par rapport à ce qu'on aurait pu avoir. Non. Au contraire, le copyright ralentit l'innovation et le progrès en ralentissant la propagation des idées. En réalité, le copyright est juste une invention des mégacorpos pour protéger leur monopole avec l'aide des États. C'est la seule raison de son existence. Petite parenthèse, Wizard autorise d'ailleurs gracieusement les proxys en dehors des tournois officiels. En même temps, qu'est-ce qu'ils vont faire? Imaginez juste le fait de rendre illégal le fait d'écrire des noms sur des bouts de papier. Ça deviendrait rapidement 1984 avec la Gestapo dans tous les coins de rue pour arrêter tous les dissidents qui porteraient sur eux des bouts de papier qui pourraient s'apparenter à des proxys. Bon, d'accord, vous avez le droit d'écrire des mots sur un bout de papier. Mais par contre, si vous essayez de fabriquer dans votre coin et vendre des proxys ou des contrefaçons, ne vous inquiétez pas, la méga corpo, via le support de votre gouvernement, va appliquer ce fameux monopole d'exploitation et vous allez rapidement rencontrer des individus en uniforme à l'entrée de votre porte. C'est d'ailleurs pour ça que la majorité des contrefaçons sont faites en Chine, un des rares endroits où le gouvernement ignore le monopole d'exploitation des pays occidentaux. Comparez Magic avec les échecs. Les échecs est un jeu qui n'a pas été créé dans l'ère du copyright. Il n'a jamais existé d'entité centralisée avec le droit des échecs. Remarquez d'ailleurs qu'il n'existe pas de pièces officielles ou non officielles, juste différentes marques, différentes proxys. Ceci est le point de cette vidéo. Puisque toutes les cartes sont des proxys, il n'existe pas de différence objective entre une carte officielle, un bout de papier dans une sleeve, une contrefaçon quasi parfaite ou une image sur un écran. Tous ces objets sont des représentations physiques qui peuvent être utilisées pour jouer à Magic. Alors bien sûr, lorsqu'un tournoi demande les vraies cartes, je vais utiliser les vraies cartes pour respecter les règles du tournoi. Mais ça s'arrête là. En concret, qu'est-ce que je propose? Parce que le système de copyright ne va pas disparaître demain. Déjà, je pense qu'il est important de considérer les proxys comme un moyen tout à fait légitime de jouer à Magic. La critique de «Tu ne joues pas avec des vraies cartes» est absurde quand on part du principe qu'il n'existe pas de vraies cartes. C'est une instance de gatekeeping, juste mettre une barrière qui ne fait aucun sens. Tu n'es pas moralement ni légalement supérieur pour jouer avec des cartes officielles. Donc, ne vous sentez pas mal de jouer avec des proxys, peu importe la raison, vous êtes dans votre plein droit. Je sais que certains d'entre vous, vous allez me rétorquer, mais il faut supporter les boutiques. D'abord, à quoi sert une boutique? C'est un intermédiaire pour acheter des cartes ou d'autres produits. Mais bon, on peut déjà acheter des cartes dans des grandes surfaces ou en ligne. Donc ce n'est pas vraiment un bon argument. C'est un espace dédié au jeu. C'est le vrai argument. Supporter votre boutique locale permet de financer un espace de jeu dédié pour vous. Cela permet d'avoir une personne à plein temps qui s'occupe de tenir propre un espace de jeu avec des tables qui est ouvert au public et qui organise des tournois régulièrement. Il propose aussi la vente de sleeves, deckbox et tout autre matériel annexe pour pouvoir jouer à ces tournois. Cependant, il existe plusieurs modèles économiques différents pour ces boutiques. Certaines boutiques vivent principalement de la vente de matériel, produits officiels et cartes à l'unité. Un bon exemple est Carte à jeu sur Lyon. D'autres sont plus des boutiques généralistes dans le domaine du jeu et possèdent un espace qu'ils veulent rentabiliser. C'était anciennement le cas de Trollune. Devoir bloquer un certain nombre de mètres carrés pour y placer des tables et des chaises, ça coûte plusieurs centaines d'euros par mois en loyer dans les grandes métropoles. Et c'est de la place qui pourrait servir de stockage ou d'exposition. Et les boutiques ont besoin d'être dans des centres urbains car vous n'allez pas trouver suffisamment de joueurs dans la campagne. La rentabilité des tournois se trouve dans le fait que ça fidélise des joueurs qui vont alors acheter d'autres produits dans la boutique. Les boutiques demandent donc d'utiliser des cartes officielles pour inciter les joueurs à naturellement acheter des produits officiels chez eux. De plus, ils reçoivent des avantages directs de la part des fournisseurs comme des lots spéciaux, des cartes promo et autres, pour rester loyal. Les plus gros tournois sont aussi souvent sponsorisés, s'ils ne sont pas entièrement financés, par les compagnies qui possèdent les licences, comme le Pro Tour pour Magic ou les YCS de Yu-Gi-Oh! C'est donc normal de demander l'utilisation de leurs produits
dans leur tournoi. Et puis surtout, le point le plus important, dès le début, il y a cette légitimité du fournisseur officiel. Toute la culture s'est construite autour des cartes officielles. Jouer avec des proxys, c'est ne pas avoir de moyens, c'est être dans une classe inférieure de joueurs. Soit tu dépenses des centaines d'euros dans le jeu, soit tu joues dans des formats de pauvres, soit tu ne joues pas au jeu. La résurgence du débat des proxys dans la communauté de Magic revient surtout à cause de la réserve list et le fait que plusieurs formats demandent des cartes de cette réserve list pour être compétitifs. Le CEDH est le plus populaire et est au centre du débat. Mais il y a aussi le Legacy, qui est un format de luxe et la plupart des joueurs sont des anciens qui jouaient déjà avant l'inflation absurde des prix. Le vintage est littéralement mort en papier à cause des prix. Si plusieurs milliers d'euros, ça peut se faire, plusieurs dizaines de milliers, c'est impossible pour la plupart des gens. Les possibilités que les proxys ouvrent sont les suivantes. On peut rendre les TCG bien plus accessibles. Vous n'avez pas besoin de vous sentir limité par le budget ou quoi que ce soit. Il suffit de convaincre des amis pour jouer avec vous à n'importe quel format et vous aussi, vous pouvez profiter de l'expérience de jeu. On peut ressusciter et faire perdurer tous les formats délaissés par les compagnies pour des raisons financières, telles que le vintage, le legacy ou le old school pour Magic, ou encore l'Edison et le God format pour Yu-Gi-Oh! C'est aussi un bon moyen de protester contre les politiques stupides. On continue de jouer au jeu sans financer ce qu'on n'aime pas. Pour ce faire, il faut être proactif et trouver des moyens de financer autrement vos espaces de jeu. Car rien n'empêche une boutique d'organiser tous les tournois en autorisant le full proxy pour tous les jeux de cartes. Il faut donc travailler ensemble avec le propriétaire de la boutique pour trouver une façon de le financer. Autoriser les proxys permet d'augmenter le nombre de joueurs qui peuvent venir à vos tournois et donc le nombre de clients qui peuvent potentiellement se fidéliser et acheter régulièrement des produits. Aussi, on n'est pas obligé de forcément passer par une boutique. Il suffit juste d'avoir un local suffisamment grand, ouvert à des heures spécifiques pour organiser les tournois. Cela peut se faire dans la sphère privée, même dans sa maison, si elle est suffisamment grande. Pareil pour l'organisation de plus gros tournois. Le Gone Ice 2026 est un très bon exemple. C'est un événement sur 3 jours qui contient 6 tournois et qui sont tous en full proxy. Cela permet de retirer toute barrière financière. Il ne reste plus que le déplacement et le prix d'entrée à payer. C'est d'ailleurs une superbe occasion pour venir découvrir d'anciens formats comme le vintage, le pré-moderne ou le legacy. Si vous êtes intéressé, toutes les informations sont dans la description. Si vous ne vous sentez pas confiant pour jouer dans ces formats, je vous propose de checker la chaîne MTG One où je présente tous les formats et les decks méta qui seront présents au Gone Ice. Ce que je veux proposer dans cette vidéo, c'est une approche décentralisée de la construction de la communauté. Au lieu d'avoir une entité centrale qui dicte la façon de jouer, les initiatives viennent des joueurs qui s'organisent d'eux-mêmes. Car dans les communautés les plus niches, je vois cette contradiction entre la persistance des formats par la communauté et la perpétuelle demande de validation des joueurs envers l'autorité centrale qui est Wizard ou Konami ou autre. Ce sont les joueurs, ultimement, qui sont les acteurs principaux des TCG. La seule validation dont vous avez besoin est suffisamment de joueurs pour jouer avec vous. Dans Magic, le format le plus joué est le Commander. Et ce n'est pas Wizard qui l'a créé, mais la communauté. Smash Bros Melee, malgré les innombrables tentatives de Nintendo d'empêcher la scène compétitive d'éclore, est toujours d'actualité. Tout ce que vous avez à faire, c'est de proposer une manière de jouer qui intéresse. Si les gens apprécient, ils vous rejoindront et éventuellement, vous atteindrez une masse critique où vous serez au-dessus de toute autorité. À ce moment-là, vous déciderez. Mais en réalité, vous avez toujours décidé. Et pour ce faire, il faut prendre la responsabilité, mais pour y arriver, il faut prendre l'initiative. Avant de finir la vidéo, je voudrais faire une parenthèse concernant les contrefaçons. Légalement, il n'existe pas de contrefaçon. Non. Je ne considère pas que des lois décidées arbitrairement par Jean Random République sont valides juste parce qu'il le dit. Cependant, mentir sur la nature de la carte que tu échanges, c'est de la fraude, et donc du vol. Le problème est donc de faire passer quelque chose pour autre chose. Il faut donc que la contrefaçon ait un signe distinctif pour identifier l'origine du produit, comme la quasi-totalité des produits qui existent déjà. Sinon, éventuellement, quelqu'un l'échangera sans préciser l'origine de la carte et commettra donc une fraude. Mais si la contrefaçon a un signe distinctif, ce n'est plus une contrefaçon. Pour cette raison, je suis contre les contrefaçons. Je suis contre le fait de cacher l'origine de la carte. Je suis contre la fraude. Alors je sais que le sujet des proxys peut diviser. Mais qu'en pensez-vous? Car il arrivera éventuellement une situation où des cartes officielles deviendront difficiles, voire impossibles d'accès, pour plein de raisons possibles. Aussi,
Avez-vous des idées d'initiatives pour essayer de monter des communautés sur des thèmes en particulier? En tout cas, merci d'avoir regardé et à la prochaine.